Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Louis Dumoulin. Michel Loirette. Louis Dumoulin. Peintre des colonies. Du même auteur. La boîte brisée, 1998, LOTRA. Par les cornes de Belzébuth, 2000, LOTRA. Cool. Le lycée cool. 2003, Osmonde. Chambre d'hôtel 2006 entre deux rives. Le diable de l'île aux grenouilles 2006 LOTRA. Turbulence dans le ciel de Provence 2008 copyright Galen. Traduction de l'américain réal, moi Nina Galen. La légende des Grands Causses 2009 LOTRA. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@w.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 13 816 2. EAN 9 782 296 138 162. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. C'était le type du parfait voyageur, dont l'estomac se resserre ou se dilate à volonté, dont les jambes s'allongent ou se rétrécissent suivant la couche improvisée, qui s'endort à toute heure du jour et se réveille à toute heure de la nuit. Jules Verne. Avertissement. Ce livre est un roman. Si les lieux, les faits historiques sont véridiques, les voyages bien réels, les aventures de Louis Dumoulin doivent beaucoup à mon imagination. Très apprécié du vivant du peintre, son œuvre connue, après sa mort en 1924, Un long purgatoire. De temps en temps, ces tableaux japonisants sont exposés au feu des enchères et obtiennent d'excellents résultats. Cependant, aucune étude ne lui fut jamais consacrée. Seul Lynn Thornton lui réserve quelques paragraphes dans son très bel ouvrage Les Africanistes, peintres voyageurs. Il était difficile dans ces conditions de décrire avec une rigueur d'historien la vie de cet artiste méconnu. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur Louis Dumoulin, je voulais lui donner la place qu'il mérite d'occuper dans l'histoire de la peinture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe. Celle d'un post-impressionniste talentueux, témoin de son temps, qui rapporta de ses multiples voyages des tableaux d'un exotisme sagement contenu. Le Japon, la Chine, la Malaisie, l'Indochine, Madagascar, l'Afrique du Nord, pour ne citer que les principaux pays qu'il parcourut pendant plus de 30 ans, constituent l'atlas artistique de ce peintre voyageur. Lorsqu'il exposait dans les galeries d'Alexandre Bernheim, de Georges Petit, de Samuel Bing ou d'Ambroise Vollard, les visiteurs découvraient émerveillés ces rivages mythiques situés à des milliers de kilomètres de la France. C'était, toute proportion gardée, un chasseur d'images comme le sont aujourd'hui les grands reporters des chaînes de télévision. J'avais d'abord envisagé de publier un catalogue raisonné de son œuvre. Je me suis vite heurté à un obstacle quasi infranchissable, le recensement systématique de ses tableaux. En effet, si la consultation des dossiers le concernant aux Archives nationales et de la France d'outre-mer m'a permis d'établir la liste officielle des achats effectués par l'État et les collectivités locales, il s'est révélé malaisé, sinon utopique, de retrouver la trace des peintures qui font partie de collections publiques. Elles avaient soit disparu, soit été dans un tel état qu'il était impossible de pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Les plus belles œuvres de Louis Dumoulin se trouvent aujourd'hui au musée de l'Abbaye de Saint-Riquier, au musée Guimet à Paris, ou au musée du Quai Branly. Elles ne sont que rarement exposées, et il faut la plupart du temps solliciter l'autorisation des conservateurs pour pouvoir les admirer. Seule exception, le musée du Louvre qui présente à l'entresol une vue surprenante de la place du Carrousel lors de la construction du monument à Gambetta. C'est une acquisition récente puisqu'elle ne fut effectuée qu'en 1999. L'amateur d'art pourra aussi découvrir la fresque qui orne le grand amphithéâtre de l'École des Chartes à Paris, représentant l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. L'œuvre la plus regardée se trouve en Belgique,
plus précisément dans le panorama circulaire où elle est dédiée à la bataille de Waterloo. Des millions de visiteurs l'ont vue sans savoir qui en était l'auteur. Il existe bien sûr des tableaux dans des collections particulières, mais malgré de nombreuses démarches de ma part, ils furent difficiles à recenser. En revanche, j'ai pu collecter grâce à ces recherches une masse importante de renseignements sur Louis Dumoulin. Insuffisante probablement pour établir une biographie exhaustive de l'artiste, mais riche d'anecdotes qui m'ont permis d'évoquer les grands moments de son existence. Les actes de la vie privée souvent imaginés ont été replacés dans un contexte historique rigoureusement exact. C'est en ce sens que ce livre est une biographie, mais une biographie romancée. Ce qui est éminemment vrai, c'est le rôle qu'il put jouer avec d'autres peintres dans l'essor du colonialisme. Les militaires et les politiques ne furent pas les seuls à favoriser cette politique d'expansion. Le colonialisme nous paraît aujourd'hui comme une monstruosité du monde occidental, mais il ne faut pas oublier qu'il fut pendant très longtemps considéré comme un modèle d'humanisme. Le discours de Jules Ferry prononcé le 28 juillet 1885 et la réponse de Clémenceau résument à eux seuls le débat entre les tenants du colonialisme et ceux qui y étaient opposés. J'en cite de larges extraits en annexe parce qu'ils constituent le contexte dans lequel Louis Dumoulin évoluera jusqu'à sa mort en 1924. N'oublions pas qu'il participa à la plupart des expositions coloniales, qu'il fut président de la Société des peintres des colonies, et qu'il créa un prix destiné à récompenser les peintres dont les œuvres valorisaient les possessions françaises d'Afrique et d'Asie. La position de Clémenceau hostile à la conception du colonialisme telle que la défendait Jules Ferry était très minoritaire à cette époque et une majorité écrasante de députés soutenait Jules Ferry. Seuls Jaurès et l'extrême gauche exprimèrent leur opposition au colonialisme. Il régnait à ce moment une sorte de consensus sur la nécessité d'une expansion coloniale. La France devait, après la défaite de 1870, prouver au monde qu'elle était toujours une grande nation et la conquête coloniale confirmait cette ambition. Il fallut attendre 1930 pour que, dans un tract violemment polémique, les surréalistes dénoncent le colonialisme et exigent le boycott de l'exposition coloniale qui se déroulait cette année-là. De nombreux peintres voyageurs participèrent à cet engouement pour les colonies et appliquèrent la théorie selon laquelle les nations supérieures devaient aider les peuples inférieurs. C'est dans cet esprit que Louis Dumoulin créa le musée de Madagascar. Il était persuadé qu'en présentant aux indigènes les œuvres de Renoir, de Monet, de Matisse, de Derain, il serait pénétré par la culture occidentale. La démarche de Louis Dumoulin niait les traditions artistiques ancestrales de ce pays, parce qu'il les ignorait. Nous sommes encore bien loin de la prise de conscience de Claude Lévi-Strauss dans Triste Tropique. Cruelle ironie de l'histoire, les œuvres inestimables de ces peintres célèbres que Louis Dumoulin choisit d'exposer à Antananarivo brûlèrent toutes pendant la nuit du 6 novembre 1995 dans l'incendie du palais de la Reine, le Rova Manjakamiadana. Première partie. De Paris à Port Saïd. Chapitre 1. L'homme qui descendit du train ce jeudi 24 août 1922 à Motteville, avec sa fine moustache, sa casquette à rabat et son pantalon de golf aurait pu être pris pour Sherlock Holmes. En réalité, Maurice Frémiot qui venait de Paris était journaliste. Après un voyage harassant dans un wagon de 3e classe qui empestait la sueur et la chic à tabac, il redoutait de rester confiné plus de 3 heures dans une diligence de campagne surchauffée, sous un ciel couleur d'encre qui lui faisait craindre l'imminence d'un orage. Il espérait arriver en milieu d'après-midi chez Louis Dumoulin, un peintre des colonies qu'il avait pour mission d'interviewer. C'était le rédacteur en chef du magazine L'Illustration, M. Gaston Sorbet en personne, qu'il avait dépêché en plein mois d'août pour préparer le numéro spécial consacré aux artistes coloniaux. L'orage ayant fini par éclater, c'est sous une pluie battante qu'il arriva à Veules-les-Roses. Il courut jusqu'à la grille du Puy Fleuri, une villa habitée l'été par les Dumoulin et qui croutonnait au flanc de la falaise, au dire de Léon-Paul Fargue, un poète ami de Dumoulin. Car ce n'était pas un effet du hasard, si cet artiste avait été choisi pour ce numéro. Non seulement il était devenu célèbre grâce à son tour du monde de l'exposition universelle de 1900 et à son panorama de la bataille de Waterloo,
mais il s'était lié d'amitié avec les personnalités les plus diverses des arts et des lettres. Pierre Loti, le violoniste Paul Viardot avait fait du Puy-Fleuri leur lieu de villégiature favori. Des marchands de tableaux et des antiquaires comme Ambroise Vollard, Georges Petit ou Samuel Bing s'y rencontrèrent parfois. Des hommes politiques aussi, comme le radical Georges Clemenceau ou le socialiste René Viviani. Et bien sûr Edmond Lepelletier, célèbre pour ses 17 duels et ses romans. Maurice Frémiot tira le cordon de la sonnette et attendit que l'on vînt lui ouvrir. Son expérience de journaliste était toute fraîche. Engagé quelques mois plus tôt par l'Illustration, grâce à un oncle, actionnaire principal du magazine, il n'avait exercé jusqu'alors que comme reporter au Petit Télégramme dieppois, dans la rubrique des faits divers. Tâche peu valorisante pour quelqu'un qui avait d'autres ambitions que d'être un simple écotier de province. Comme le portail restait fermé et qu'il pleuvait toujours autant, il tira frénétiquement le cordon de la sonnette au risque de l'arracher. Il entendit alors une voix s'écrier. « Ne vous impatientez pas, j'arrive, attendez un instant. » Une femme d'une 60aine d'années, plutôt grassouillette, aux cheveux frisés grisonnants, vint lui ouvrir. « Vous êtes sans doute le journaliste de l'Illustration. Nous vous attendions, mon mari et moi. Georges, notre neveu nous avait prévenus de votre visite. Excusez mon époux, il n'a pas pu vous accueillir. Il souffre de vertige et préfère rester allongé. Avec le temps orageux que nous subissons depuis quelques jours, il est patraque. D'ailleurs, nous n'allons pas tarder de revenir à Paris pour consulter notre médecin. Mais entrez, je vous prie. » Le journaliste dut franchir un pont de style japonais qui surplombait un bassin à poissons rouges. Puis il gravit avec la maîtresse de maison l'escalier menant à une terrasse dont chaque pilastre supportait un dragon aux dents acérées et aux dards flamboyants. Ces monstres irascibles semblaient veiller comme des chiens de garde sur la demeure. Un des murets s'ornait de caractères extrême-orientaux, qui plongèrent Maurice Frémiot dans un abîme de réflexion. Il s'étonna presque de découvrir une villa de style normand, avec colombage et toit de tuiles plates. L'intérieur n'avait toutefois rien de normand. Le journaliste eut plutôt l'impression de pénétrer dans le vestibule d'un padishah ottoman. Les murs étaient drapés de lourdes tentures cramoisies, et le sol jonché de tapis de prière persans. Allongé sur un sofa, un homme semblait assoupi. Près de lui, une petite table hexagonale marquetée de carreaux de mosaïque, un service à café oriental et un narguilé avec son long tuyau et sa pipe. Il flottait dans l'air une odeur sirupeuse de patchouli et d'encens. « Louis, tu as de la visite. » C'est monsieur Frémiot, le journaliste de Paris. Celui dont Georges nous a parlé. L'homme mal rasé, les cheveux clairsemés et hirsutes, le teint blafard, et qui portait une redingote noire ornée de la rosette de la Légion d'honneur se frotta les yeux comme s'il émergeait d'un mauvais rêve. « Cher monsieur, Georges de Bouélier, notre neveu, m'a vaguement expliqué que vous souhaitiez me poser des questions. Si c'est sur Veules-les-Roses, sachez que je ne vous apprendrai rien. Même si je viens ici depuis de nombreuses années, je ne suis qu'un saisonnier. Je n'y passe que le mois d'août et les autochtones sont bien mieux placés que moi pour vous parler du casino, des cressonnières ou de la plage. » En fait, répondit Maurice Frémiot, la station balnéaire n'intéresse guère mon journal. Mon rédacteur en chef souhaite consacrer un numéro spécial de l'Illustration à la Société des peintres des colonies, dont vous êtes le président. Vous venez de décorer le pavillon de Madagascar à l'exposition coloniale de Marseille. L'exotisme fascine nos contemporains. Les romans de Pierre Loti, de Claude Farrère, sont dévorés par tous ceux pour qui Saïgon, Colombo, Yokohama ne sont que des points sur une carte de géographie et qui, grâce aux écrivains et aux artistes, explorent ces villes lointaines et découvrent les richesses qu'elles recèlent. Je dois vous avouer que je suis intimidé à l'idée d'interviewer un peintre de votre renom, un maître dont les tableaux ornent tant de musées et de galeries. Je débute dans le journalisme, et je crains de ne pas être à la hauteur de votre réputation. » En observant la mine angoissée de son interlocuteur, Louis Dumoulin ne put réprimer un sourire. « Ne soyez pas modeste, mon jeune ami. Vous savez, tout le monde a dû commencer un jour. Pour moi, c'était il y a 36 ans. Le 5 janvier 1886, et j'ai l'impression que c'était hier. Comment souhaitez-vous organiser cet entretien ? Je préfère ce mot bien français au terme anglo-saxon d'interviewing que je déteste.
Je déteste d'ailleurs les Anglais depuis que j'ai failli croupir dans un de leurs cachots en Égypte. Tout ça, parce que nos amis britanniques me prenaient pour un espion. Enfin, je dois reconnaître que je leur dois aussi la vie, je vous raconterai en quelles circonstances. Disposerez-vous de suffisamment de temps et de patience pour écouter toutes mes aventures? J'espère. Le journal m'a offert le séjour à l'hôtel des Bains d'Eux. Accepteriez-vous de me recevoir 2 ou 3 heures pour me raconter votre vie de peintre colonial? Parler de vos tableaux, de vos voyages? On dit que vous ne tenez pas en place, que vous êtes un véritable globe-trotter? Est-ce vrai? Ce fut vrai. Maintenant mon plus grand parcours est celui que j'effectue de Paris à Veules-les-Roses et vice-versa. Racontez ma vie. Pour quelqu'un que je croyais modeste, vous manifestez une bien belle audace. Si vous pensez qu'en 4 coups de cuillère à peau, vous serez capable d'évoquer une existence tout entière consacrée à la peinture et au voyage. Vous risquez de manquer de temps. Le matin, je ne suis pas en forme du tout. En début d'après-midi, je fais la sieste et je ne suis fréquentable qu'à partir de 15 heures comme aujourd'hui, et pas trop longtemps car la patronne veut que l'on dîne tôt. Enfin, si vous avez le courage de m'écouter et de prendre quelques notes, cela me changera des sempiternelles promenades au bord de la mer que mon épouse m'impose pour mon bien. Je crois que je suis venue ici pour la première fois en 1868, ou du moins n'ai-je conservé de souvenirs qu'à partir de cette année-là. J'avais tout juste 8 ans. Mon père, peintre lui aussi, avait fait fortune non avec à ses tableaux, mais grâce aux pépites d'or qu'il avait amassées en Amérique du Sud. À son retour en France, il avait acheté plusieurs terrains à Veules-les-Roses et bâti sur l'un d'eux un simple chalet. C'était à la fin du Second Empire et nous passions en famille comme aujourd'hui, quelques semaines de vacances au bord de la mer. Par la suite, mes parents firent construire une maison, le Gros Orme, et y ajoutèrent un atelier. Puis, ce fut à mon tour d'édifier le Puy Fleuri, une villa nippo-normande comme je me plais à l'appeler. Nous l'avons aménagée, mon épouse et moi-même au gré des souvenirs que nous conservions de nos voyages à travers le monde. Le jardin japonais et la décoration intérieure de ce salon constituent une sorte de condensé de nos pérégrinations. Mais si vous le voulez bien, commençons dès aujourd'hui à évoquer cette journée de janvier 1886 où je décidai de quitter mon maître, 3 Benoît Chancel. Chapitre 2. Ce jour-là, je fus saisi d'un fou rire irrépressible en sortant de son atelier rue des Martyrs. Je songeais à son air hébété, lorsque je lui déclarai que je ne remettrais plus les pieds chez lui. Je ne regrettais qu'une chose, c'était d'avoir tant tardé à prendre cette décision. Depuis plusieurs mois, je ne supportais plus de nimber toute la journée des angelots joufflus et niais sous des cieux bleus d'azur. Depuis que j'étais employé comme apprenti par ce peintre expert en art saint-sulpicien, je ne peignais que les parties du tableau qu'il jugeait indignes d'un artiste de sa valeur. Les fonds, les arrière-plans, les personnages de second ordre qui n'avaient d'autre rôle que de mettre en valeur les figures principales, le Christ, la Vierge Marie, les apôtres et les saints du paradis. J'estimais que je valais mieux qu'un simple apprenti. On m'a raconté qu'à 5 ans, je manifestais déjà des dispositions artistiques peu communes. À un âge où les enfants barbouillent des maisons biscornues ou des bonshommes avec de grosses têtes et des bras en fil de fer, je dessinais à la perfection la trogne des maraîchers de Levallois et leurs carrioles brinque-ballantes remplies de carottes et de choux-fleurs. Ces hommes s'arrêtaient pour boire un café arrosé de calvados dans un bistrot des Batignolles, situé à proximité de l'immeuble où logeaient mes parents. Nous formions une famille d'artistes. Comme je vous le disais, mon père, Eugène Dumoulin, avait connu dans sa jeunesse un parcours singulier. Après avoir étudié à l'école des Beaux-Arts et reçu l'enseignement d'Ingres et de Blondel, il s'expatria en Amérique du Sud où il mena la vie aventureuse d'un chercheur d'or. Il eut la chance de découvrir une mine au Brésil qu'il exploita pendant plus de 10 ans. À l'âge de 35 ans, fortuné, il revint en France, épousa une jeune fille qui avait suivi elle aussi des cours de peinture. Le ménage aurait pu vivre aisément de ses rentes, mais les mariés préférèrent se livrer à leur passion commune pour la peinture. Ils s'installèrent dans un appartement des Batignolles doté d'un atelier. Mon père exposa régulièrement au salon de 1837 à 1861, et connut quelques succès. Quant à ma mère, elle se contenta de peindre des fleurs ou des paysages à l'aquarelle, qu'elle jugeait indignes d'une exposition,
et laissa à son mari les honneurs d'Écimèse. Mes parents avaient fondé de grands espoirs en moi. Dès l'âge de 18 ans, après des études secondaires au lycée Condorcet, ils décidèrent de m'inscrire chez un maître réputé. Ils n'ignoraient pas que je devrais emprunter les chemins de l'art officiel, si je voulais devenir un jour un peintre reconnu. C'est ainsi que j'entrai comme élève dans l'atelier de Gervex, un jeune artiste talentueux, ami de Renoir, séduit un temps par les théories impressionnistes, mais qui comprit vite les avantages d'une peinture plus académique. C'est à lui que l'on confia la réalisation de fresques au foyer de l'Opéra-Comique, ainsi qu'à l'Hôtel de Ville de Paris. Cornaqué par Gervex, à seulement 19 ans, je présentai pour la première fois une toile au Salon de la Société des Beaux-Arts de 1879. Cette même année, j'eus la douleur de perdre mon père. Ma mère hérita de l'appartement des Batignolles et du gros orme de Veules-les-Roses. Mais surtout, d'une jolie somme d'argent qu'elle plaça sur les conseils d'un notaire à l'Union Générale. Une banque de dépôt fort réputée qui promettait des taux de rendement exceptionnels. Si exceptionnels, qu'en 1882 elle fit faillite et les petits épargnants n'eurent plus que leurs yeux pour pleurer. Ma mère, ruinée, n'eut d'autre issue que de donner des cours de dessin, mais ces leçons lui permettaient à peine de vivre. À contre-cœur, elle dut renoncer à payer mes études chez Gervex qui, devenu célèbre, exigeait des émoluments prohibitifs. Je fus donc embauché comme simple apprenti par Chancel, un camarade de mon père à l'école des Beaux-Arts. Ce vénérable artiste dont l'atelier se trouvait à Montmartre avait alors besoin d'un grouillot pour terminer les fresques qui devaient décorer l'église Sainte-Clotilde, dans le 7e arrondissement. Je regrettais amèrement de ne plus pouvoir suivre les cours de Gervex, car cet éminent professeur m'aurait préparé efficacement au concours d'entrée de la rue Bonaparte et j'aurais même pu postuler, à l'instar de Bouguereau, d'Armand Bernard ou de Jules Leneveu pour le Grand Prix de Rome. Peut-être aurais-je comme eux bénéficié d'un prestigieux séjour à la Villa Médicis, une voie toute tracée pour être promu peintre officiel de la Troisième République, et s'assurer ainsi des revenus réguliers grâce aux commandes exclusives de l'État. Depuis plus d'un mois, un tableau immense, l'apparition du Christ à Sainte-Madeleine trônait sur un chevalet. C'était un travail préparatoire à l'une des fresques de l'église Sainte-Clotilde. Je m'ennuyais à mourir dans cet atelier encombré de bondieuseries. Lassé de dessiner pendant des heures des auréoles au-dessus de la tête des angelots, j'avais décidé d'ajouter à cette scène édifiante un diablotin égrillard qui montrait ses fesses à la sainte en prière. Le personnage ressemblait à s'y méprendre à Chancel, mais le maître qui ne plaisantait jamais avait crié au sacrilège et déclaré qu'il m'interdisait désormais de m'approcher de ces tableaux. Je devrais me contenter de nettoyer les pinceaux et les palettes. Ces imprécations ne m'effrayèrent pas. À 26 ans, j'avais envie de voler de mes propres ailes, de peindre comme je le sentais. J'exécrais les pâtes brunâtres gorgées de bitume que ce peintre académique employait à l'excès pour mieux rendre les clairs-obscurs. Je voulais abandonner les demi-teintes et jeter sur la toile des couleurs éclatantes. Du rouge vermillon, du bleu de Prusse ou du jaune de chrome comme les impressionnistes qui avaient introduit quelques années plus tôt la lumière dans leurs tableaux. J'avais rencontré Édouard Degas dans l'atelier de Gervex, et celui-ci m'avait suggéré d'éclaircir ma palette et d'user de touches plus hardies. Chancel détestait ces barbouilleurs qui peignaient en plein air et ne respectaient pas les canons de la peinture classique. Il citait toujours en exemple l'Olympia de Manet, une gourgandine sortie tout droit d'un claque du quartier de Notre-Dame-de-Lorette, avec son regard de catin et ses jambes trop courtes. Et il ajoutait avec mépris: que penser de sa maquerelle de négresse qui avait le toupet de lui porter un bouquet de fleurs offert sans doute par un de ses clients. Mais à l'époque, je n'avais peur de rien. En 1882, âgé d'à peine 22 ans, j'avais eu l'audace de déposer au Salon des Beaux-Arts 2 tableaux, une vue du canal Saint-Martin et une autre d'une rue d'Hérissi en Seine-et-Marne, alors que je savais pertinemment que la vénérable institution n'acceptait jamais plus d'une toile d'un jeune peintre. Je m'attendais à ce qu'un de ces 2 paysages fût refusé, et j'avais été tout surpris d'apprendre que la qualité de ma peinture l'avait emporté sur l'application tatillonne du règlement. Alors ce jour-là, face à Chancel qui écumait de rage, je lançai ce cri de guerre avant de claquer la porte de l'atelier. Je préfère mon diablotin à vos anges qui ont l'allure de baigneurs en celluloïd. Je crus qu'il allait succomber à une attaque d'apoplexie, tant son visage devint cramoisi.
J'avais rendez-vous à quelques pas de là avec mon ex-beau-frère, Edmond Lepelletier, dans un café, la Nouvelle Athènes. Bien que celui-ci se fût séparé de ma sœur, je le voyais régulièrement. Je jugeais qu'il pouvait m'être fort utile, car c'était un homme qui avait beaucoup d'entre-gens. Il savait toujours s'entourer d'amis bien placés. C'est ainsi qu'il devait ce soir-là me présenter Castagnari, le nouveau directeur du ministère des Beaux-Arts. Le café se trouvait boulevard de Rochechouart tout près du cirque Fernando. C'était un lieu de rencontre pour les peintres de Montmartre. Renoir y venait parfois. C'était à mi-chemin entre son ancien atelier, rue Saint-Georges, et le nouveau qui se situait sur la butte. Mais on y voyait toutes sortes d'artistes plus ou moins célèbres. Quand je pénétrais dans l'arrière-salle enfumée de la Nouvelle Athènes, Edmond Lepelletier s'était lancé avec Castagnari dans une de ces discussions enflammées dont il avait le secret. Il était question d'un article qu'il allait envoyer au journal Le Réveil, et qui faisait l'éloge du divisionnisme, un nouveau courant de peinture. Je crois vraiment que les techniques de division de la lumière prônées par Signac et Seurat préfigurent une révolution picturale qui bientôt supplantera l'impressionnisme. Je viens de découvrir le tableau de Seurat un dimanche à la Grande Jatte, c'est une vraie merveille. Les modes évoluent, mais l'art est éternel, lui rétorqua Castagnari d'un ton sec. Je ne pense pas que les peintres célèbres, pas plus que les écrivains illustres obéissent à des théories aussi ingénieuses fussent-elles. Il ne suffit pas de faire partie des refusés pour être un artiste de génie. Qui se souvient encore d'Armand Gauthier ou d'Alphonse Legros qui exposèrent en 1874 avec leurs amis Renoir, Monet et Sisley? Tenez, regardez cet homme en code bleu qui vient d'entrer au café avec sa veste de toile blanche maculée de coups de pinceau et son vieux chapeau défoncé. C'est Paul Cézanne. Il ne développe aucune théorie, mais je suis sûr qu'il exercera une bien plus profonde influence sur la jeune génération que tous vos divisionnistes qui ne font que s'inspirer des travaux scientifiques d'Eugène Chevreul sur le contraste simultané des couleurs. Edmond Lepelletier était un personnage haut en couleurs. Écrivain à ses heures, journaliste, homme politique de gauche, libre penseur, anticlérical, il n'hésitait pas à affronter ses adversaires dans des joutes oratoires mémorables qui se terminaient parfois en duel. C'était en effet un redoutable bretteur qui avait à son actif plusieurs combats. La plupart du temps contre des maris jaloux. Car c'était aussi un coureur de jupons, qui passait le plus clair de ses journées dans les cabarets ou dans les boudoirs de jolies créatures. Je m'abstiendrai de toute critique sur ce point. Je ne fus ni un amant ni un époux fidèle. Ce n'est pas par hasard si ma première femme m'a quitté, après seulement 5 ans de mariage. Je vous raconterai cela, quand Madame Dumoulin fera sa partie de bridge. Elle y retrouve ses partenaires à l'heure du thé au casino. Revenons à notre sujet, si vous le voulez bien. Edmond Lepelletier pouvait être d'accord avec son interlocuteur, mais par principe, il était prêt à lui démontrer qu'il avait tort. Ce jour-là, il se montra plus prudent qu'à l'accoutumée. Le directeur des Beaux-Arts était en effet un fin connaisseur de la peinture moderne. Mon arrivée tomba à propos, car elle lui fournit l'opportunité de changer de sujet de conversation. Monsieur Castagnari, permettez que je vous présente mon jeune beau-frère Louis Dumoulin. Vous m'avez dit, je crois, avoir admiré ses œuvres au salon de 1882, dont un tableau fort réussi représentant une rue d'Hérissie. Tout à fait. Je l'ai d'autant plus apprécié que je connais bien cette petite ville de Seine-et-Marne. J'ai trouvé sa vue saisissante de vérité. Il faut que votre beau-frère utilise son talent. J'ai une proposition à lui faire. Le ministère des Beaux-Arts a lancé un concours dans le cadre de la future exposition universelle de 1889. Il convient de faire découvrir aux étrangers, mais aussi aux Français les activités de nos provinces. Le pavillon de l'industrie sera décoré de grandes fresques qui évoqueront des aspects méconnus de notre agriculture et de nos usines. Or il se trouve que 2 candidats se sont portés pâles et que sur les 24 sujets, 4 ne sont toujours pas honorés. Il s'agit des ortillonnages en Picardie et du port de Boulogne en Artois, de la manufacture de tabac de Toulouse dans le Haut-Languedoc et des cultures viticoles de Perpignan dans le Roussillon. Vous constaterez que le jury a fait en sorte d'accoupler des provinces voisines, afin de faciliter le déplacement des artistes.
Le gouvernement est très attentif au développement et à la modernisation des sites industriels et agricoles, et il souhaite leur réserver une place importante dans l'exposition. Qu'en pensez-vous, monsieur Dumoulin? Seriez-vous intéressé par ce travail? Dites-moi seulement quand je devrais commencer. Je suis libre de tout engagement depuis un quart d'heure à peine. Le plus tôt possible. Votre dossier avec toutes les esquisses doit être impérativement remis le 1er juin au comité d'organisation, via la direction des beaux-arts, c'est-à-dire sous mon couvert. En conséquence, si je prends en considération la lenteur de notre administration, il serait judicieux que vous m'apportiez le fruit de vos cogitations avant la fin du mois d'avril. En un mot, il ne vous reste plus qu'une centaine de jours pour préparer tout ça. Allez vous balader en province, vous verrez, vous y apprendrez des choses. La vie n'y est pas aussi lugubre qu'on le dit à Paris. En plus, vous bénéficierez d'une bourse d'un montant non négligeable pour quelqu'un de votre âge. Eh bien Louis, voilà une bonne affaire en chantier. Maintenant, mon cher Castagnari, reprenons notre petite discussion de tout à l'heure sur ce rat. Je ne méconnais pas vos compétences en peinture qui sont certainement supérieures aux miennes, mais je me targue de bien connaître le monde des lettres. Or vous n'ignorez pas à quel point les poètes symbolistes appuient la démarche de ces jeunes peintres. Moréas l'a écrit dans le Figaro du 18 septembre, et le journal Le Décadent vient de publier un brûlot qui s'en prend aux formes traditionnelles de l'art. C'est un véritable plaidoyer en faveur du symbolisme pictural. Ce soir, je participe à une fête en l'honneur de mon ami Verlaine à l'Hôtel du Midi où il séjourne depuis peu. De jeunes écrivains décadents, comme ils se plaisent par dérision à se nommer eux-mêmes, lui réservent une surprise de taille. Paterne Berrichon et Laurent Taillade ont décidé ni plus ni moins de le sacrer roi des décadents. Pour célébrer dignement ce sacre et oindre le front du poète du Saint-Crème, je vous invite à m'accompagner. Verlaine devra-t-il, comme les monarques le jour de leur couronnement, soigner les écrouelles dépouilleux qui fréquentent la cour Saint-François? Lui rétorqua Castagnari avec un air dégoûté. Mon emploi du temps ne me permet pas de venir avec vous. J'ai en fin d'après-midi une réunion de la plus haute importance au ministère, pour une remise de médaille à Léon Bonnat. Et toi, mon cher Louis, tu ne vas pas aussi me faire faux bond? Je n'ai rien de prévu ce soir, et je serai heureux de saluer celui qui m'a dédié son poème L'Aube à l'envers 4. Chapitre 3. Verlaine habitait depuis juillet 1885 cour Saint-François, plus précisément à l'Hôtel du Midi, un meublé infâme où vivaient des personnages louches. Un abbé défroqué, interdit de culte à la suite d'une affaire de mœurs, des filles de joie et des gredins de tout poil. Quand nous entrâmes dans la petite chambre, juste séparée d'un débit de boissons par un étroit corridor, nous découvrîmes Verlaine engoncé dans ses oreillers et son traversin, la jambe droite coincée dans une gouttière et légèrement relevée par un édredon. Un habitué des lieux, un certain Ernest Friard, un Vide-Gousset, Grandelet et Maigrichon V, venait de lui porter de quoi manger. Une odeur nauséabonde régnait dans la pièce, sans doute due aux infiltrations d'eau grasse de la cuisine du café. Le poète était bien entouré. Il y avait Laurent Taillade, Bajou qui fustigeait l'avachissement des muses et leur liquéfaction et proclamait que la marche ascensionnelle de l'humanité vers un idéal réputé inaccessible était enfin engagée. Casal, selon son habitude, griffonnait fiévreusement un portrait de Verlaine sur un calepin. Edmond avait apporté une couronne tressée de feuilles de laurier et une brioche achetée chez un boulanger du boulevard de Rochechouart. Il s'apprêtait à poser l'attribut royal sur la tête de Verlaine, mais celui-ci refusait obstinément. Donnez-la plutôt à Ernest, c'est le roi des fripouilles. À côté de lui, je fais figure d'Angelot comme ceux que peint Louis Dumoulin chez Chancel. D'ici 1 ou 2 ans, il m'a avoué qu'il s'installerait à Gentilly, dans la zone et qu'il y ferait travailler des filles. La proposition de Verlaine ne convenait pas à ces jeunes gens qui considéraient que la monarchie était abolie depuis 38 ans, et qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un monarque, fût-il celui des Coupe-Jarret. Le seul qui méritait de porter la couronne, c'était Paul. En conséquence, on tirerait les rois selon la tradition, et elle échoirait à celui qui trouverait la fève. Verlaine semblait harassé par tant de palabres, sa jambe immobilisée dans la gouttière et couverte d'abcès purulents le faisait horriblement souffrir. Le médecin qui était venu l'examiner la veille
disait que c'était à cause de la chaude-pisse qu'il avait contracté une dizaine d'années plus tôt en Belgique. Laurent Taillade décida de découper la grosse brioche et d'en distribuer une portion à chacun d'entre nous. Edmond Lepelletier ouvrit une bouteille de mousseux et remplit les verres que l'on ne tarda pas à lever en l'honneur sinon du roi des décadents, du moins de celui des poètes, à qui l'on souhaitait longue vie et abondance de vers et de rimes. Ce fut moi qui héritai de la fève, un simple haricot blanc. Comme il n'y avait que des hommes, on appela Rosalie, une jolie rousse peu farouche qui servait au café. Je lui offris ma couronne, et elle m'embrassa goulûment sur la bouche. Des vive le roi, vive la reine, fusèrent, accompagnés d'applaudissements et d'éclats de rire. Verlaine prit alors la parole, et me demanda si je comptais un jour faire de la vraie peinture. Quand allez-vous quitter ce foutu curé de Chancel, et nous faire de vrais tableaux? Pas d'étoiles mièvres, dégoulinantes de groseilles et de pâte à guimauve, mais de bonnes et solides peintures, à la chair épaisse et triturée comme celle de Van Gogh que j'ai admirée sur les murs du Père Tanguy. Vous avez un talent fou, mais ventre bleu. Ayez du génie, peignez enfin des choses qui ne plaisent pas. Vous ne pouviez pas être plus près de la vérité. J'ai claqué aujourd'hui même la porte de Chancel après lui avoir déclaré que je ne remettrais plus les pieds dans son atelier, que j'en avais assez de reproduire des angelots qui avaient l'allure de baigneurs en celluloïd. Quant à Vincent Van Gogh, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il m'appelle toujours Méphisto parce qu'il trouve qu'avec ma moustache, je ressemble au chanteur qui interprète le rôle du diable dans l'opéra de Gounod. Voilà enfin une bonne nouvelle. Qu'allez-vous faire maintenant? Castagnari m'a proposé une commande pour la prochaine exposition universelle. Méfiez-vous qu'il ne fasse de vous un peintre piou-piou avec des chevaux empaillés comme ceux de Meissonnier. Conservez une dose de drôlerie et de liberté. Ah oui, l'humour. Savez-vous ce que j'ai dessiné sur le tableau L'apparition du Christ à Sainte-Madeleine, avant de prendre congé de Chancel? Un diablotin qui avait son visage et montrait ses fesses à la sainte. Verlaine fut pris d'un tel accès de fou rire qu'il faillit s'étrangler. Edmond Lepelletier attendit que le poète retrouve son souffle pour lire un article que Félix Fénéon venait de consacrer à l'auteur de Sagesse. La fatalité de son nom l'entraîna vers les Rimbaud, de là des aventures conjugales et judiciaires auxquelles nous initient sa prose et ses poèmes, son œuvre malaxe, selon des formules complexes, la matoiserie, le fumisme et la candeur. Verlaine fut maratiste, athée et communard. La vie contemplative l'a transformé. Du dernier bien avec les saints les mieux en cour, il confie dans le papisme. Voici donc le poète à la magnifique hure de Toungous, ivre et goguenard qui a humé l'air de nombreuses patries, geôles, églises, tavernes et paquebots. Verlaine parut ravi par cet article qui selon lui résumait bien son existence nomade, mais exténué par sa maladie et ce remue-ménage, il ne tarda pas à s'assoupir. Ses zélotes s'en allèrent sur la pointe des pieds, et Edmond déposa sur la table qui lui servait de chevet un flacon d'absinthe. Nous sortîmes de l'hôtel du Midi. Edmond remit une enveloppe au patron pour qu'il prît soin de Verlaine. Quant à moi, je me contentais de donner rendez-vous à la jolie rousse qui m'avait embrassé tout à l'heure avec tant de fougue. Nous avions convenu de nous retrouver la nuit même dans la chambre que je louais, dans un vieil immeuble de la rue Bernoulli. Nous prîmes le tram qui allait de la porte de Clignancourt à la place Clichy. Edmond Lepelletier me suggéra de m'inviter chez son ex-femme, qui vivait au 73 boulevard de Clichy avec ses enfants. Il devait impérativement me laisser, car il avait des tâches de la plus haute importance à accomplir, comme de remettre plusieurs copies au rédacteur en chef de l'Écho de Paris. Je savais pertinemment à quoi m'en tenir. Il n'avait sans doute aucun article à déposer, et il était plus que probable qu'il se rendait auprès de sa maîtresse du moment, une jeune comédienne qui jouait au Bouffe parisien et qui habitait rue Saint-Lazare. Lorsque je frappai au 73 boulevard de Clichy, ce fut Georges mon neveu, un blondinet d'une dizaine d'années qui vint m'ouvrir. Sur la porte figurait le nom d'Eugénie de Bouélier. En fait, Lepelletier n'était qu'un pseudonyme d'écrivain. Porter une particule était mal vu dans des journaux de gauche, même pour l'ancien communard qu'il était. L'immeuble se composait de plusieurs corps de bâtiments. Pour se faire pardonner ses frasques amoureuses, Edmond avait loué ce vaste logement avec atelier et Eugénie pouvait y pratiquer la sculpture. Après un divorce où il reconnut tous ses torts,
Il convint d'une pension alimentaire qui incluait le prix du loyer. Ma sœur ne vécut pas très longtemps dans cet appartement, car elle n'aimait ni le nombre 73 qui selon elle ne présageait rien de bon, ni la présence du cimetière Montmartre qui était juste en face. Outre sa séparation d'avec Edmond, elle ne conserva pas de souvenir heureux de son séjour boulevard de Clichy puisque sa seconde fille y mourut de manière inexplicable. Eugénie portait une blouse blanche qui mettait en valeur son abondante chevelure brune. Ses doigts étaient maculés de terre glaise. « Mon cher Louis, que me vaut ta visite ? Il y a bien longtemps que tu n'es pas passé. La rue de Bernoulli n'est pourtant pas très loin. Tes amoureuses t'occupent-elles toujours autant ? J'espère qu'elles te laissent au moins le temps de peindre. Je peux maintenant me consacrer entièrement à ma peinture. Je viens de quitter l'atelier de ce négrier de Chancel qui m'exploitait sans jamais rien m'apprendre. Ce soir, j'étais avec Edmond chez Verlaine qui est alité. Toujours à cause de ses abcès aux jambes. Tu te souviens de la première fois où j'avais présenté Edmond à nos parents ? Il était accompagné de Verlaine, qui était complètement saoul. Papa ne voulait pas que je me fiance à un homme qui avait un tel énergumène pour ami. Après tout, il n'avait peut-être pas tort quand je pense aux années qui suivirent et à l'infidélité d'Edmond qui a fait de moi la femme la plus trompée de Paris. Il est ainsi, tu ne le changeras pas. Tu as l'avantage d'occuper un bel appartement, dont il paye le loyer. S'il te plaît Eugénie, plutôt que d'évoquer les moments malheureux, pourrais-tu me montrer tes dernières sculptures ? Si j'en juge à la terre sur tes mains, tu devais être en plein ouvrage. Et c'est mon petit Georges qui me sert de modèle. Son fils se blottit contre son tablier et eut l'air chagriné que je visite l'atelier. Avant que Génie s'installe ici, il avait été celui du peintre animalier Charles-Émile Jacques. C'était un vaste local éclairé par une immense verrière. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.